écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue à tous, c'est notre podcast Histoire. Aujourd'hui, on va parler d'histoire de nos villes, de l'urbanisation du Maroc. Avec nous, le sociologue, prof de sociologie à l'université de Rabat, Mehdi Aliwa. Mehdi, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, raconte-nous un peu comment nos villes se sont constituées. Je crois que c'est un sujet qui a été l'objet de tes études. Oui, enfin les villes contemporaines, c'est-à-dire pas les villes anciennes, mais comment le Maroc moderne, le Maroc colonial et post-colonial, le Maroc d'aujourd'hui, s'est constitué sur l'urbanisation. Donc tu vas nous parler d'exode rural, mais je sais que tu n'aimes pas ce mot. Ouais, j'aime pas ce mot exode Gérard rural. Karaoui, qui est un peu méprisant. Il est méprisant et surtout, deux choses, ça nous donne l'impression que la campagne c'est nul, que les gens c'est pas intéressant, donc il faut partir, il faut vite fuir, c'est le désert, et ça nous donne aussi l'idée que quand les paysans viennent en ville, ils vont plus jamais garder de lien avec leur lieu d'origine. Et donc le mot pose problème. Mais ce qui pose le plus problème, c'est qu'on s'est constitué pendant des siècles, parce qu'on est quand même un très vieil État. Une nation, moi je ne pense pas, je pense qu'on est une nation nouvelle au sens politique du terme, mais on est un très vieil État, on a une très vieille histoire, on a la dynastie régnante la plus ancienne au monde, c'est pour donner cet exemple-là, mais on s'est constitué de siècle après siècle, décennie après décennie, sur l'idée que nous sommes issus de tribus qui vivons plutôt, qui nomadisons, semi-nomadisons dans le monde rural, un peu de paysans sédentarisés, des semi-nomades, des nomades, etc. Et que les villes, c'était juste les exceptions. Voilà, on est très peu urbain. Et encore aujourd'hui, dans la mentalité, même dans des prises de décision politiques, dans beaucoup de choses, on continue à lire le Maroc dans ce prisme-là. C'est-à-dire deux mondes, le rural et l'urbain, donc on veut le séparer forcément, alors qu'il y a plus de circulation et de liens que de séparation. Et l'idée aussi que pour gouverner le Maroc, il faut gouverner la campagne. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que la main de l'État marocain, qui est un vieil État, est plus présente dans les campagnes que dans les villes où ils perdent un peu le contrôle, c'est ça ? Exactement, et ils n'ont pas su accompagner complètement ce changement. Par exemple, la première agence urbaine, c'est les années 80. Peut-être 79, je ne vais pas dire de bêtises, j'ai un doute, il faudra vérifier. Mohim, c'est à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait beaucoup d'émeutes, l'émeute de Casa, l'émeute de Si, il y en a eu beaucoup. Il a fallu vraiment des émeutes, des morts, de la violence, etc. pour arriver à créer une agence urbaine, une agence de planification urbaine, penser la ville. D'ailleurs, c'est certainement un des grands travaux du règne de Mohamed VI. Tu es en train de nous dire qu'avant les villes subissaient l'afflux de... Exactement, on ne réfléchissait pas. Rien n'était prévu pour les accueillir. Rien n'était prévu, rien n'a été pensé. Ça n'intéressait pas, gars. La seule chose qui était prévue, c'est juste la question sécuritaire. Mais tout le reste... Et donc après c'est les gens qui arrivent, et notamment des campagnes, qui s'installent en ville, qui deviennent les nouveaux urbains, qui doivent construire ce nouveau Maroc, qui doivent construire leur vie déjà, et qui récupèrent et qui doivent s'arranger. Donc c'est le système c'est la débrouille à toutes les échelles. Même à l'échelle, par exemple, culturelle, même dans la culture, ce qui est censé être la culture bourgeoise, qu'on entend beaucoup à la télévision pendant les Eid ou les choses comme ça, comme Ella par exemple. Quand vous regardez une ville comme Salé, Rabat, qui sont censées être des grandes villes de musique andalouse, aujourd'hui, ceux qui ont repris ça, qui ont refait vivre ça, les luthiers, les professeurs, les joueurs, les associations, etc., c'est surtout des gens qui ne sont pas considérés par les Slaouis, le Arbaté, comme des gens de leur communauté urbaine. C'est des Barraniyens, ce sont des gens de l'Arabia, comme on peut dire un peu vulgairement. Ça a commencé quand, en fait ça a été continu, le processus d'urbanisation, c'est-à-dire que les gens, je vais dire une bêtise, mais de tout temps ont quitté les villes, les campagnes pour s'installer dans les villes, où il y a eu des mouvements d'accélération dans des périodes précises? Alors, il y a toujours eu des liens, évidemment, sinon on n'aurait jamais eu de ville au Maroc. La ville, c'est pas l'accroissement seulement naturel, c'est aussi la venue de personnes extérieures, mais c'est essentiellement 1912. S'il y a une date qu'il faut retenir, c'est qu'en même temps
qu'on signe ce traité infamant de protectorat, on signe l'urbanisation du Maroc. Pourquoi? Parce que la France décide d'urbaniser le Maroc. La France crée Casablanca, décide que Rabat va devenir la capitale, et donc il faut des bras. Donc évidemment, ces villes, ils les construisent pour faire venir les colons, et même à Casa, ils vont construire par exemple la Médina ancienne, soi-disant dans l'imaginaire des colons de ce que devrait être la Médina pour faire venir les gens de Fès. Ils voulaient pas rester à Fès parce que c'était les commerçants, mais on avait besoin des commerçants, leur savoir-faire, bourgeois, le business, etc. Donc on avait besoin de cette catégorie sociale pour accompagner. Et donc on va leur construire une Médina selon l'imaginaire colonial. On va évidemment, eux, quand ils vont arriver là, ils vont pas vouloir. Certains encore aujourd'hui y vivent, mais la majorité écrasante, ils veulent pas y rester. Ils veulent aller, s'ils viennent à Casa, c'est pour vivre dans des appartements à l'occidental. C'est pas pour sinon seraient restés dans leur magnifique riad ou leur maison. Tu parles de quelles années là? Alors là, c'est dès 1914, 1915. Donc la Médina, enfin le Médina Qdima de Casa était construite par les Français Par les Français. pour accueillir. Fois ça. D'accord. Pour les faire venir, parce qu'il en avait besoin de leur capital, parce qu'ils avaient quand même de l'argent, de leur savoir-faire commercial. D'accord. C'est un port, c'est une industrie, c'est pour la France, mais il faut bien aussi faire un peu de lien avec les indigènes, et donc on a besoin d'eux. Et donc ils ne veulent pas venir. Ils sont là depuis des siècles, ils ont dans leur ville. Ils sont bien chez eux. D'ailleurs, quand ils viennent à Rabat, à Casa, ils restent un peu entre eux. Ils reconstituent une communauté. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un exemple. Il y a d'autres villes comme ça qui ont été, où il y a eu une volonté comme ça d'urbaniser le Maroc de la part des Français? Oui, il y en a eu plusieurs. Donc, il y a des villes, bon, bien sûr, Tanger, même s'il n'y a pas que la France qui a participé. Mais on a des villes comme Jdida, par exemple, très clairement, qui a été construite comme ça. Alors, certaines tribus avaient le droit de venir et d'autres non. Donc ils avaient désigné, etc. Et donc ils faisaient des zones spéciales avec des laissez-passer, donc ils permettaient à certaines catégories de s'installer et d'autres non. Et comment ils sélectionnaient ces tribus? Alors ils les sélectionnaient sur leur connaissances, leur ethnologie, leur science coloniale, qui est beaucoup de fantasmes aussi, hein, ils déliraient. Mais faut bien comprendre que la première chose que font les Français quand ils rentrent à Alger, donc la bataille d'Alger, c'est les années 1835. Ils prennent Alger, ils dominent, ils font tomber les Turcs, leur régence du Bey, et puis ils vont commencer vraiment à coloniser toute l'Algérie de manière massive dans les années 50. Et en 52, ils traduisent Ibn Khaldoun. Ils traduisent, d'ailleurs on trouve cette traduction encore aujourd'hui, mais ils ne le traduisent pas parce que c'est des intellectuels. Ils le traduisent parce qu'ils vont utiliser le savoir-faire d'Ibn Khaldoun pour comprendre comment fonctionnent les tribus, la question de la mazérité, etc. Et donc, il l'appelle d'ailleurs, la première traduction, le livre, il l'appelle Les tribus arabes et berbères du Maghreb. Enfin, la traduction du titre est nulle, mais ils vont utiliser tout pour nous diviser, pour mieux régner. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont aussi au Maroc faire la même chose. Et donc, ils connaissent le Maroc avant même de coloniser. Ils savent comment ça fonctionne. Ils ont fait leur devoir. Ils ont envoyé les ethnologues, les anthropologues. Ils ont récupéré cette connaissance. Et donc, ils vont essayer de le faire. Mais évidemment, la ville, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, ni aux auditeurs. La ville, on peut pas la maîtriser. On essaye, mais la ville, ça nous échappe. Donc les gens ils débarquent, pendant que tu dors, ils construisent une maison à côté de toi, ils viennent dans un souterrain, et donc ils n'arrivent jamais à... Ils vont produire beaucoup de violence. Moi, je prends ma grand-mère, qui est toujours vivante, ma dernière grand-mère, qui ne m'écoutera pas, mais je la salue quand même. Elle peut. Maïcha, qui est arrivée de Doukéla, de Kletz de Nord, et qui est arrivée à Rabat. Et quand elle est arrivée, c'était le quartier qu'on appelait Yaqub El Mansour, le quartier de l'entrée de Rabat. Donc, il y avait l'entrée sud, quoi. L'entrée sud, donc il y avait la Mdida Qdima, où les Rabatayens, la communauté urbaine était entre eux. Il y avait la ville pour les Français, les bons Français, c'était de l'autre côté de l'avenue. Et donc là, on montait ce qu'on appelle le quartier Hassan. Donc c'était l'apartheid, les Marocains n'avaient pas le droit d'y être. Et il y avait le quartier des deuxièmes Françaises, l'Océan. Et donc c'était ceux qui devenaient français, mais qui étaient d'origine portugaise, italienne, même les Corses, etc. Donc ils étaient là. La ville était bien, on pensait bien à la quadriller, mais bien sûr les gens bougent, se marient. Et les derniers arrivés, ils arrivaient par le sud. Et les Français, régulièrement, ils venaient leur brûler, parce que c'était souvent en paille. Ils construisaient des abris en paille. C'était pas encore le bidonville à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore les bidons. Et donc ils venaient rafler. Et donc ils prenaient les gens, ils les raflaient, ils les amenaient loin, ils les faisaient descendre et disaient maintenant tu pars. Non, mais c'est pas contradictoire. D'un côté, ils veulent repousser les assauts des campagnards, et en même temps tu disais qu'ils urbanisaient des villes comme Casa. Je dis là, en fait, c'était quoi? C'est-à-dire que c'est le même processus, c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix choisir qui va être là, qui va s'installer. D'accord. Et donc ils ont des stratégies bien ficelées.
Sauf que dans la réalité, ça marche jamais. Mais c'est bizarre qu'ils n'aient pas vu que ça allait leur exploser la figure, vu que c'est ces villes-là qui vont créer le mouvement national. Tu parlais d'Alger, c'est la bataille d'Alger. Ben, il y a la deuxième, là, avec le FLN, qui est très difficile comme territoire à maîtriser une ville. Bien sûr. Et surtout, c'est la réunification de tout un royaume pour le Maroc ou de toute une région, toute une nation. C'est-à-dire que dans ces villes-là, on va avoir des gens de tout le pays qui communiquent pas vraiment entre eux. Il n'y avait pas la 4G ni la 3G. Les gens ne se connaissaient pas. Ils entendaient des nouvelles de loin. Là, ils sont dans les mêmes quartiers où ils se croisent au café et donc les nouvelles circulent beaucoup. Donc tu veux dire que ça participe à l'idée d'un destin commun, quoi. C'est un destin commun d'une citoyenneté. C'est-à-dire que la ville, ouais. Voilà. Contrairement à la campagne, où tu es avec des gens qui sont de la même origine que toi, Voilà. ou avec une logique plus tribale ou géographique. Exactement, ça n'empêche pas qu'ils ont participé, et parmi les premiers à la résistance, le Muqawama, ils ont lutté, ils ont payé le prix du sang et des larmes aussi, mais ils l'ont fait pour le Maroc, mais ils l'ont fait aussi pour leur tribu. Quand on arrive en ville, le lien avec la tribu, il est loin. Il continue, mais les enfants qui grandissent en ville, qui vont jouer au foot dans la rue, qui vont faire ça, ils vont oublier. Il y a un mélange géographique. Il y a un mélange, même on le voit dans nos couleurs. Le Maroc est une société très métissée, mais elle s'est métissée notamment grâce à ces villes. Donc toutes ces anciennes appartenances, Fessi, Rabaté, Dkeli, etc., qui n'ont pas disparu. Mais les gens sont tellement mélangés les uns avec les autres que leurs enfants, ils ont fait le Maroc qu'on connaît aujourd'hui, qui est un Maroc citoyen et urbain, et qui réclame plus de droits, notamment même aux libertés individuelles, etc. Alors, on a parlé de Casablanca, d'El Jadida. On reste toujours dans le Maroc colonial. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça où la France a organisé une ville marocaine? Agadir, c'est vraiment une ville impressionnante, mais qui a été détruite. Ouais. Il y en a d'autres? En fait, pas pratiquement toutes, parce que même quand elles existaient, même si on prend Marrakech, qui est certainement une des villes qui est le cœur de l'Empire du Maroc, toute la partie Guelliz, etc., a été pensée. Et tout a été pensé, les avenues, les lieux, notamment pour mieux maîtriser la remontée potentielle de populations qui voudraient s'en prendre aux Français, aux Français. Oui, quand tu parles d'organiser Guelliz, c'est un quartier français à l'époque. C'est un quartier français pour les Français et on pense déjà à certaines artères pour empêcher la remontée parce que c'est facile d'amener un canon ou une mitraillette dans une grande rue. Là, vous faites un ravage, la personne, si vous commencez à avoir des rues qui tournent, etc., ça a été géostratégique. Les gens qui construisaient Arkaza, ils n'ont pas réussi. Mais ils n'ont pas réussi à cause du capitalisme ambiant, de la liberté, de ce mouvement. Mais ça a été pensé par des militaires plus que par des architectes qui pensaient au bonheur des gens, au quartier, au lieu de rencontre. Oui, le sécuritaire a toujours été le souci numéro un. Et à l'indépendance, notre pays a recommencé à suivre cette voie-là. C'est-à-dire détruire les bidonvilles, penser d'abord aux sécuritaires. Il n'y a pas un exemple. Dans la ville de Rabat, on a par exemple une porte qui aujourd'hui a sauté, qu'on appelait la porte de Erfen, le quartier d'Afak. Elle avait été construite du temps de Bosri pour la faire toute petite, pour que si jamais les étudiants ils veulent sortir le quartier pour manifester en ville, ils doivent passer par une minuscule porte. Mhm. Donc forcément, on peut facilement les contenir, les maîtriser. Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est-à-dire qu'on hérite d'une ville coloniale et d'une ville d'apartheid avec des séparations. Là où nos médinas n'étaient pas du tout comme ça. Les anciennes villes, elles n'étaient pas pensées comme ça. Bien sûr, il y avait des séparations des quartiers plus riches, plus pauvres, mais c'était pensé en fonction de la distribution de l'eau, parce qu'il fallait aller chercher l'eau, etc. C'était pensé en fonction aussi des zaouïas, c'était pensé aussi en fonction des extensions de famille, parce que les riads, en fait, c'est le système kaïdal, hein. C'est le khayma, quoi. C'est juste en dur. Donc dès que la tribu s'agrandit, dès que la smala s'agrandit, on construit un peu plus. Donc on est dans un derbe qui devient carrément, ça nous appartient. Donc ça a été pensé, notre histoire est totalement rompue, une histoire des villes, l'organisation spatiale et donc l'organisation sociale est rompue par la colonisation. Et depuis, on n'en est pas sorti. Est-ce qu'il y a des villes marocaines qui ont gardé cette structure traditionnelle pré-colonisation? Je sais pas. Non, aucune. Même pas de la vieille ville de Fès, de Marrakech, n'a pas. Aucune. Des endroits, mais tout de suite ça change. Tout de suite parce que c'est plus fonctionnel. Donc les gens veulent. C'est un folklore qu'on veut garder, évidemment. Donc ce qui attire les touristes aussi. Ce qui attire les touristes, mais c'est plus fonctionnel. Si vous regardez toutes les vieilles médinas, elles ont été reprises par des migrants de l'intérieur quand ceux qui y vivaient sont partis pour occuper les maisons des Français. Dans pratiquement toutes les villes marocaines un peu moyennes ou un peu importantes, quand les Français partent, les bourgeois de la Médina vont prendre leur appartement, leur villa, ou construisent comme eux, quoi. Et qui c'est qui va occuper leur espace? Ce sont ceux qui arrivent d'ailleurs.
Et les Mleh, les quartiers juifs, c'est pire encore, comme ils fuient, on pense qu'ils vont jamais revenir. C'est vraiment encore les plus pauvres, les plus squatteurs, les plus pauvres sont. Donc vous prenez le Mleh de Rabat, de Marrakech, même s'il y a des volontés de réhabilitation, c'est là où il y a les plus pauvres de la Médina. Parlons un peu de ces quartiers juifs. Là, c'était quoi? Déjà, dans quelle ville marocaine on en trouvait? Dans pratiquement toutes. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'au départ, à l'émigration massive des Juifs, 56 et les années 60. C'est des quartiers qui étaient réservés. Alors l'histoire avec... Réservés, mais vraiment de façon formelle, administrative, ou bien de façon tacite Non, c'est vraiment formel, administratif. C'était un lien parce qu'ils étaient protégés. Donc ils dépendaient du sultan en place et des autorités locales qui représentaient le sultan. Donc ils avaient un lien, ils devaient respecter certaines choses. Alors selon les périodes, c'est très ouvert. Et des périodes où carrément ils n'ont pas le droit de sortir à certaines heures, on ferme les portes, on les enferme, c'est un ghetto. Il y a des moments dans l'histoire du Maroc, c'est des ghettos. Il y a des moments où c'est très libre, les gens sortent, rentrent, et forcément, quand c'est comme ça, il y a un peu plus de mélange, un peu plus de mariage. Des juifs ne vivent pas dans le Mellah, des musulmans vivent dans le Mellah, et il y a des périodes de l'histoire qui sont très fermées. Ça se traduisait comment concrètement? Par des contraintes de quoi? De circulation, de commerce, de quoi? De tout, circulation, commerce et contraintes par corps. C'est-à-dire que tu ne respectes pas, tu es enfermé, tu es mutilé, tu es tué. Donc on pratique beaucoup la décapitation. Voilà. Donc, mais pas que pour eux, pas que pour les juifs, pour tous les gens qui vivaient dans cet espace-là. Voilà. Sauf que pour les juifs, il y avait peut-être un peu plus de sévérité que pour eux. D'ailleurs, il faudra que ça n'a pas, ce n'est pas le sujet avec les villes, mais il faudra se poser la question, pourquoi les juifs du Maghreb, parce que c'est le même cas pour l'Algérie et la Tunisie, deviennent français à une telle vitesse? Ils auraient pu dire non, moi je m'en fous de la nationalité française, je suis d'abord un Marocain, D'accord. Très rares sont ceux qui l'ont fait. S'ils sont devenus français, bien sûr, c'est une manipulation de la colonisation, mais aussi peut-être parce qu'ils n'étaient pas si heureux que ça dans nos pays. Donc la cohabitation entre le Mellah et le reste de la ville n'était pas si idyllique. Et donc, quand la France propose la nationalité française, les gens foncent dedans. On a l'impression que, oui, on parle de la France qui, parfois 20 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt, a commis a participé, avec les nazis, à la déportation. Donc c'est pas il faut voir ça aussi, de mettre ça dans l'équation. Et protégé par les Marocains, même en Algérie, même si la France avait plus de pouvoir en Algérie, donc elle pouvait aller chercher elle-même les Juifs, elle ne pouvait pas le faire au Maroc, c'était plus difficile. Et le sultan là-dessus, Mohamed V a été très sévère là-dessus, on ne touche pas, ce sont mes sujets, ce sont les citoyens marocains. On revient aux villes, on a l'impression que dans les années 80, 70 et 80, il y a eu une accélération du mouvement, avec peut-être une sécheresse ou des conditions difficiles dans la campagne, et on a l'impression que nos villes ont changé. On a l'impression que, y compris les émeutes des années 80, sont à Casablanca ou à Fès, sont le résultat, ou bien dans le Nord, sont le résultat de ces mouvements de population interne mal maîtrisés. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que j'ai dit? C'est totalement vrai, et c'est générationnel. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle génération qui est devenue complètement urbaine et qui doit faire place à une nouvelle génération de nouveaux urbains. Et donc, c'est des tensions. Voilà, donc, à chaque fois, on a des nouvelles générations. C'est-à-dire c'est comme des corps générationnels. C'est-à-dire si vous prenez des gens sur 15 ans, 20 ans, parce que pour pas qu'il y ait trop de différence d'âge sur une génération, et qui sont accompagnés, qui ont eu des mœurs, des façons de vivre, des périodes historiques qu'ils ont connues ensemble, des choses qui ont marqué leur existence. Donc, et ils sont rejoints par des nouvelles populations qui veulent aussi trouver leur place en ville. Et donc, ça crée des nouvelles tensions. Alors, ça passe évidemment par le lieu où on va vivre, donc le bidonville, etc. Mais les bidonvilles qui agacent les urbains, dont beaucoup d'entre eux ne sont des urbains que depuis une génération seulement. Hein. Ouais. C'est pas non plus des familles très anciennes urbanisées. Et ce qui les agace, par exemple, c'est le bruit et l'odeur, quoi, pour paraphraser Jacques Chirac. Voilà, donc ces gens-là, c'est l'Arobéa, ils jettent leurs ordures par terre, ils sentent la transpiration et le cumin, enfin plein de blagues racistes. C'est vraiment le moment où on voit ce racisme, voilà, exactement, ce racisme entre les nouveaux urbains et les anciens urbains, même si, comme tu l'as dit, entre les deux, il n'y a parfois que quelques années. C'est ça. Et on entend aujourd'hui encore dans toutes les villes, y compris casablancaises, où plus ou moins tout le monde vient de quelque part, et très peu de Casablancais qui peuvent se justifier de plusieurs générations de Casablancais, te dire que le problème du Maroc et de l'organisation de la ville marocaine, c'est les gens qui sont arrivés. Cette idée-là, elle
Elle naît quand, en fait? Elle naît dès le début. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ceux qui étaient là avant estiment qu'ils ont plus de droits que ceux qui viennent d'arriver. C'est toujours comme ça, même sur la question des immigrés et des Marocains. Oui, bien sûr, bien sûr. Et dans la ville, on le ressent de manière très claire. Et c'est visible par la façon de s'habiller, les lieux où on vit, etc. Donc c'est au dernier venu de faire la preuve de sa capacité d'intégration. Et donc, il manifeste sa capacité d'intégration en excluant celui qui est derrière. Celui qui est déjà là, voilà, le fait, et celui qui vient d'arriver doit faire sa preuve. Donc c'est une épreuve à passer. Et ça se fait forcément dans la frustration et ça peut créer de la violence. Quand il y a à manger pour tout le monde, au final, progressivement, on commence à l'accueillir à sa table. Quand il y a des tensions sur la question des richesses, du travail, du lieu de vie, des choses comme ça, parce que les loyers sont trop chers et tout, ça explose. C'est ce qui s'est passé dans les années 80 d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que les villes accueillent de plus en plus de gens, y compris dans des conditions, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire même si rien n'était prévu pour les accueillir, et aussi le résultat d'un échec d'équipement de la campagne? Non, je pense pas. Je pense que c'était irrévocable. C'est un changement de société. On est passé dans une nouvelle type de société et c'est pas que les gens veulent pas vivre à la campagne, mais C'est pas ça ce que je veux dire. Ouais. Pas vivre à la campagne, mais la campagne marocaine, Ouais. quand tu regardes par rapport aux campagnes des pays plus développés, elle n'est pas équipée. C'est-à-dire, je parle d'eau, d'électricité, d'accès à la consommation, d'école, de services. Quand on est à la campagne, on est beaucoup plus loin que dans une campagne européenne. Je sais pas si, et ça peut aussi, en termes d'opportunités de travail, etc. On est dans des structures oui, non, différentes. mais ça joue au moment où il y a un surplus démographique. Quand il y a beaucoup d'enfants. C'est pas le cas. Mais là, c'est plus le cas aujourd'hui. Les campagnes sont en train de chuter démographiquement, moins que les villes. Et quand on regarde les pays développés où leurs campagnes, c'est le luxe, parfois vous avez des routes Oui. qui sont comme mieux qu'une autoroute marocaine, alors que c'est juste une toute petite route communale de campagne. Malgré tout, ça se dépeuple partout. Donc c'est un phénomène, ça n'a rien à voir. phénomène mondial. Les gens veulent vivre en ville parce qu'ils veulent vivre leur vie, ils veulent être libres. Et on n'est jamais libre sous le regard permanent de la communauté. Quand on est en ville, on change de quartier, c'est fini, la communauté, elle ne nous voit pas. Donc je suis une fille, j'ai pas Surtout à Casa. partout. Ah ben, je veux bien croire dans une petite. Bien sûr, ça c'est la grande ville. Casa, c'est la grande ville, le lieu de la liberté, plus que n'importe où au Maroc. Et même dans une ville moyenne, vous habitez le Hoceima. Bon, vous pouvez, ou vous habitez, je sais pas, une autre ville moyenne, Beni Mellel par exemple, vous quittez un quartier, vous pouvez échapper au contrôle de la Vous communauté. avez accès à l'anonymat. À l'anonymat. Et c'est ce qui fait en même temps la tension sur Et la ville. l'anonymat donne la liberté. Ah c'est bah ce oui, que tu me dis. exactement. Bah, de toute façon, c'est un phénomène mondial. C'est ce que cherchent les gens et on ne pourra jamais l'arrêter. Quand est-ce que le Maroc a commencé à organiser cette arrivée? Parce qu'on a l'impression que ça a été subi depuis des années. Rien n'était prévu pour accueillir ces gens. Est-ce qu'aujourd'hui on est passé à autre chose ou on est toujours dans cette logique? On est quand même moins dans la logique parce qu'on a quand même des ministères qui sont liés à ça, secrétaire d'État, agence de planification urbaine. Il y a des agences qui s'occupent de ça. On a pris aussi en compte la culture urbaine. C'est grâce à Casa et maintenant ça s'est développé dans tout le Maroc. Mais c'est vraiment aujourd'hui, quoi. C'est les années 2000. On n'a pas pris, même si dans les années 80 on commence à avoir une gouvernance urbaine et tout, c'est vraiment dans les années 2000 où on commence à faire de la construction de l'habitat social, on commence à faire des festivals de musique et de musique urbaine, qu'on donne une place à cette nouvelle génération urbaine qui sont en réalité le Maroc d'aujourd'hui, de demain. Ça veut pas dire qu'il faut oublier, parce qu'ils vivent toujours dans la campagne, il ne faut pas oublier le reste du Maroc, mais le Maroc de demain, c'est le Maroc urbain. Si vous voulez avoir une idée sur la vitesse de développement de Casa, dites-vous que la rocade de Casa était censée entourer la ville et contourner la ville. Aujourd'hui, elle passe en plein centre, enfin, elle passe au milieu des quartiers où on a Exactement. de part et d'autre de cette rocade d'immensité. Si des moments d'un côté, à Ensebah de l'autre, on avance, à Enchor à gauche, voilà, etc. Donc, on est complètement... ça a explosé par rapport à l'idée de base de contournement. Je ne sais pas si cette explosion était attendue ou même préparée du tout. Non, elle n'était pas préparée. Attendue, peut-être qu'il y avait des gens qui en avaient conscience, mais pas au point de pouvoir vraiment la préparer. Et de toute façon, en même temps, de vouloir toujours tout planifier, ça entraîne aussi des dictatures qui sont aussi un peu infâmes. C'est-à-dire que quelque part, il faudrait aussi voir moi, en tant que sociologue, moi je pense que c'est une très bonne chose que tout n'ait pas été préparé. Ce qu'il faut, c'est la reconnaissance. Reconnaître la qualité de toutes ces personnes qui vivent en ville comme étant des citoyens à part entière, qui ont des droits et des devoirs et qu'il faut respecter. Mais c'est eux qui font le Maroc. C'est pas à nous de leur dire que doit être le Maroc.
Donc quelque part, c'est bien aussi. C'est bien aussi que ça bouge. Voilà, il n'y aurait pas eu tous ces changements sans la ville et sans ces cultures urbaines. Il n'y aurait pas eu tous ces changements du Maroc d'aujourd'hui. Et encore, il y en a du travail à faire sans comment dire, cette fauda, cette anarchie entre guillemets urbaine. Je pense que c'est ce qui fait ce que nous sommes, ce qui définit ce que nous sommes aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il faille lutter contre. Au contraire même. Au contraire, ce qu'il faut, c'est reconnaître, accompagner, respecter. Est-ce qu'il y a un thème que tu voudrais aborder sur l'urbanisation du Maroc? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important et qu'on n'a pas évoqué là, dans cette petite demi-heure? Par rapport à la question, quelle est la place de l'islam? Est-ce que nous sommes des musulmans comme avant? Quelle est la place de la femme? Quelle est la place de l'homme, la famille, etc. Le modèle urbain fait voler tout ça en éclats. Pourquoi? Parce que le modèle urbain, urbain moderne, quand on regarde, c'est la chambre des parents, la chambre parentale. Ça veut dire la sexualité des parents est consacrée. Donc même quand vous êtes dans des appartements d'habitat social, vous avez la chambre des parents, voire la suite parentale. Il faut y mettre, donc même la salle de bain est séparée. Donc on sépare clairement la chambre des enfants, etc. Donc on a le salon. C'est très occidental. Ils veulent faire rentrer les Marocains comme ça dans ces cases. Mais en même temps, beaucoup de Marocains, ils sont rentrés par eux-mêmes sans qu'on leur impose. Et ça veut dire qu'on est dans la famille conjugale. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les femmes deviennent isolées par rapport à leur famille et face à leur mari. Et dans une société où les hommes sont machos et ont plus de pouvoir que les femmes, c'est dangereux. La grande sagesse de nos anciens, c'est qu'on fait des familles beaucoup endogames. Et en fait, c'est un mariage communautaire. On n'épousait pas, c'est pas un homme et une femme qui se mariaient, c'était 2 familles. Et donc, quand tu t'en prends à ta femme, tu n'as pas que ta femme derrière. D'abord, ça peut être ta cousine. Et tu t'en prends à ta femme, il y a toutes les autres qui sont derrière. Et donc, ça pondère un petit peu. Et puis, on vivait comme ça. Donc, on ne pouvait pas... Là, vous imaginez, dans une maison qui est sacralisée, alors qu'en fait, c'est plein de petits cubes, dans un grand appartement avec plein de petits cubes à droite, à gauche, sur les côtés, etc., en bas, en dessous. Mais ça devient ma maison. Donc, on ne va pas rentrer... On a cette éducation au Maroc, on ne va pas commencer à regarder ce qui se passe chez les gens, etc. On respecte. Et donc, on concentre le couple et il faut que les gens se débrouillent avec ça. Les enfants d'un côté, la femme de l'autre, le mari de l'autre. C'est nouveau d'avoir une chambre parentale. C'est-à-dire que pouvait être le modèle précédent, en fait. Le modèle précédent, c'est qu'il faut bien faire des enfants. Non, il faut fermer une porte, ou même si c'est une tente, non? Alors oui, il y avait des lieux pour ça, mais c'était beaucoup moins, c'était des lieux diversifiés. Et puis, il n'y avait pas ce côté-là. Il y avait des gens qui avaient leur chambre. Ça existait, mais généralement, c'était pas que c'était le boss, quoi. Donc, c'était le chef de famille, le chef de tribu, le caïd, etc. Sa femme ne dort pas systématiquement avec lui? Non, elle ne dort pas avec lui, et c'est les femmes qui tournent, ou alors il visite les chambres quand il est vraiment riche et qu'il a plusieurs femmes. D'accord. Et donc, mais sinon, le commun des mortels des Marocains, ils dormaient dans la même pièce avec leurs enfants. D'accord. La même pièce, la même tente, avec leurs enfants, avec la famille. Et quand il y avait beaucoup de gens de la famille, qu'il y avait des gens qui se retrouvaient, ils montaient des pièces, et donc les jeunes d'un côté, les femmes de l'autre, les hommes de l'autre, en fonction des générations et des sexes. Mais la tendance, c'était on dort tous ensemble. Alors, le salon marocain, c'était quelque chose qu'on appelle le salon marocain. C'est quelque chose qui a tendance à disparaître, d'ailleurs. Qui a tendance à disparaître. C'est quelque chose d'appassionant à observer parce que c'est l'héritage de la tente caïdale. C'est le lieu où tout le monde se réunit et que quand la soirée arrive, tout le monde dort dedans. Pourquoi on a un salon? Parce que c'est pas très confortable, un salon carré. Mais pourquoi on adore s'y mettre et tout? C'est sympa, par contre. Bien sûr que c'est sympa. Parce que tout le monde dort. Il y en a un qui dort sur le tapis, en fin de soirée, comme ça. En fin de soirée, tout le monde dort ensemble. Ouais. Et donc, on retrouve, comme si on était... on retrouve cette vie-là, ce qui est en train de disparaître. Parce que quand on fait ça, on embête les voisins qui viennent, ils tapent à la porte. Notre vie a tellement changé à une telle vitesse. Et cette accélération, bon, elle nous fait perdre beaucoup de choses, mais elle nous en fait gagner d'autres. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'en prendre conscience. Pas toujours voir les côtés négatifs de ce qu'on perd, mais prendre conscience aussi de ce qu'on perd pour essayer d'avancer et ne pas être perdu. Donner du sens à nos vies. Merci Mehdi Aliwa pour ces précisions. Et vous savez désormais qu'est-ce qu'a apporté, comment nos villes ont changé, comment elles ont été structurées et comment elles ont changé nos vies. Merci beaucoup et on se retrouve dans un prochain podcast Histoire. Merci. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.